Ce cours s'intéresse aux antigènes. Il abordera comment la structure et la conformation des antigènes conditionnent la réponse immune par les lymphocytes T et B. Nous verrons ainsi à distinguer les concepts d'antigénicité et d'immunogénicité. Nous aborderons aussi certains cas particuliers qui ont des conséquences pratiques et médicales importantes, en particulier les réactions croisées. Nous avons vu précédemment que l'épitope est la petite partie de l'antigène reconnue par le récepteur spécifique d'un lymphocyte. Toute molécule, qu'elle soit libre et soluble ou qu'elle soit intégrée à une particule, un micro-organisme ou une cellule, du moment qu'elle est suffisamment grande, stable et au moins en partie hydrophile et chargée électriquement, présente donc structurellement des zones susceptibles de faire des liaisons faibles avec des récepteurs lymphocytaires, et c'est ce qui constitue autant d'épitopes. Toute molécule possédant des épitopes est, par fonction, un antigène. Même un petit virus, avec un petit génome, produit des dizaines d'antigènes, qui représentent donc des centaines d'épitopes différents, qui pourront être reconnus par des milliers de lymphocytes dans le répertoire d'un individu. Une distinction classique est faite entre les épitopes B, reconnus par les lymphocytes B, et donc aussi par les anticorps qui sont produits par ces lymphocytes B, et les épitopes T, reconnus par les lymphocytes T. Le fait qu'il y ait deux types d'épitopes, mobilisant en même temps deux types de lymphocytes, va aboutir à des mécanismes de complémentarité entre ces lymphocytes T et B, qui sont très importants dans la mise en route et puis la régulation de la réponse anticorps. Tout antigène possède au moins un ou plusieurs épitopes B, en particulier à sa surface. Certains épitopes B peuvent être aussi en position interne, ce qui fait qu'ils ne seront reconnus que si la conformation de l'antigène change pour une raison ou une autre et qu'ils deviennent alors en surface. Les anticorps et les lymphocytes B peuvent donc se fixer directement sur les antigènes libres ou sur des antigènes présents à la surface d'éléments figurés. En revanche, tous les antigènes ne possèdent pas d'épitope T, mais seulement les antigènes protéiques, car les épitopes T résultent nécessairement d'un clivage de l'antigène en peptides par des protéases à l'intérieur des cellules où l'antigène est présent. De plus, cet épitope T n'est pas reconnu libre, mais seulement sous forme d'un complexe avec un constituant normal de la cellule dans lequel est cet antigène, qui appartient au système CMH. Nous détaillerons ce système du CMH et ce mécanisme d'association plus tard dans le cours. On trouve des antigènes de toute nature, glucidiques, lipidiques, protéiques, mixtes, sur lesquels on est capable depuis peu, grâce à la modélisation informatique de la structure, de prédire les épitopes potentiels. Les deux types fonctionnels d'épitopes T et B peuvent se former selon deux types structuraux. Les épitopes B sont principalement dits des épitopes conformationnels, le plus souvent en surface comme on l'a vu. Ils peuvent être de toute nature. Dans le cas d'un antigène protéique, il s'agit d'acides aminés juxtaposés, alignés le long de la séquence, mais il s'agit encore plus souvent d'acides aminés qui se trouvent juxtaposés lors des repliements tertiaires et quaternaires des molécules. La taille de ces épitopes B est très variable, conformationnelle, un ordre de grandeur étant de 5 à 50 acides aminés. Logiquement, plus un anticorps est spécifique et affin, plus il reconnaît un épitope de grande taille. Les épitopes T, eux, sont en grande majorité des épitopes séquentiels, c'est-à-dire formés le long de la séquence. Comme il s'agit des fragments issus du clivage enzymatique et pas de l'antigène entier, ils sont presque toujours entièrement peptidiques et d'une longueur comprise entre 8 et 17 acides aminés. La stabilité de la molécule
en particulier la stabilité des repliements, et l'hydrophilie vont influencer la capacité à établir des liaisons faibles en milieu aqueux. Ce sont donc des facteurs importants pour qu'un antigène soit bien reconnu. En conséquence, il faut prendre des précautions pour la fabrication et la conservation des vaccins et des réactifs biologiques pour éviter la dénaturation des antigènes, ce qui réduirait le nombre d'épitopes reconnus. Ceci explique aussi comment certains épitopes peuvent être exposés seulement lors de changements de conformation fonctionnelle des antigènes. Je ne vais pas détailler ce point, mais c'est à la base de la difficulté qu'on a parfois à avoir des réponses anticorps efficaces contre certains antigènes microbiens qui sont très malléables selon les étapes de leurs interactions avec les cibles moléculaires ou les cellules. Donc ce tableau récapitule ce qui a été exposé dans les diapos précédentes pour comparer les propriétés des épitopes B et T. L'exposé va présenter maintenant deux cas particuliers très importants qui sont les notions d'aptène et de superantigène. Le terme d'aptène désigne une molécule qui peut être reconnue par un anticorps mais qui n'est pas un antigène à proprement parler. Il est souvent trop petit, trop instable, non protéique. Il possède un ou quelques épitopes B, mais pas d'épitope T. En revanche, un aptène a la capacité de se fixer fortement à des protéines qui lui apportent alors les épitopes T, et le complexe va se comporter comme un antigène à part entière. Je ne détaille pas plus cette notion qui devient de l'immunochimie complexe, mais les conséquences médicales et pratiques sont nombreuses. Certains aptènes peuvent se fixer aux protéines plasmatiques de l'individu et occasionner ainsi une toxicité, principalement en créant des allergies ou des réactions auto-immunes. Le cas le plus connu est celui de la pénicilline ou des complexes qui contiennent du nickel. En effet, ces éléments externes risquent de se fixer d'une façon suffisamment stable sur les protéines normales de l'organisme et modifier la structure au point d'y créer des épitopes nouveaux. C'est ainsi que l'individu va produire des anticorps contre la pénicilline ou des lymphocytes capables de réagir contre ses propres protéines de la peau si elles sont altérées par des éléments qui contiennent du nickel. Ce risque d'immunotoxicité est pris en compte pour tout nouveau médicament ou produit de synthèse. D'autre part, au laboratoire, on peut effectuer le couplage artificiel d'un aptène sur une protéine de façon à faire produire des anticorps en immunisant un animal qui fera alors à la fois des anticorps contre la protéine qu'on a utilisée, mais aussi des anticorps contre la partie aptène. C'est utilisé pour produire des anticorps de référence, par exemple pour faire des tests de dosage vis-à-vis de molécules qui seraient trop petites pour obtenir des anticorps en première intention. Par exemple, des dosages d'hormones stéroïdes. Un autre terme à bien comprendre est celui de superantigène. Attention, c'est un faux ami, il ne s'agit pas d'un antigène, mais d'un toxique. Car au lieu d'être reconnu par le petit nombre de clones lymphocytaires qui reconnaîtraient les épitopes de l'antigène, ils vont être reconnus de façon anarchique par un grand nombre, voire même la quasi-totalité des lymphocytes T. Le schéma vous compare ces deux situations. Dans la situation normale à gauche, le lymphocyte T en haut reconnaît un épitope d'un antigène standard grâce au domaine variable de son récepteur et l'épitope est associé, internalisé avec la molécule du CMH. Donc quelques clones lymphocytaires seulement vont reconnaître cet épitope. Alors que dans la situation anormale du superantigène, à droite, le petit élément rouge qui est représenté, est une molécule qui va former un pont en se fixant sur le récepteur du lymphocyte T
pas forcément sur une zone variable, et en se fixant en même temps sur la molécule du soi, une molécule normale de notre organisme qui est le CMAS, en chantant le phénomène de reconnaissance spécifique. Donc un grand nombre de lymphocytes T peut interagir selon le type de superantigène. Le cours sur le CMH va vous apporter des éléments supplémentaires pour bien comprendre ce phénomène. Donc, on connaît quelques dizaines de superantigènes d'origine végétale et microbienne qui ont des activités très toxiques, d'autres qui sont un peu moins, et qui peuvent avoir des rôles agonistes ou antagonistes selon l'état de différenciation du lymphocyte. Donc, soit provoquer une prolifération anarchique des lymphocytes, soit au contraire leur inhibition, soit même l'activation excessive avec libération de cytokines sans aucune régulation. Donc les superantigènes, même si leur nom parle d'antigènes, ça n'a rien à voir, hein, ce sont des molécules qui participent souvent à la virulence des microbes en conduisant à une inflammation excessive et en désorganisant la réponse immune spécifique. C'est par exemple le syndrome de choc toxique qu'on observe avec de nombreux micro-organismes et en particulier certains staphylocoques. Donc, au terme de cette première partie, on peut donc mieux définir les notions d'antigénicité et d'immunogénicité. L'antigénicité est passive. C'est la capacité d'une molécule à être reconnue en fonction de sa structure et donc du nombre d'épitopes conformationnels et séquentiels B et T. L'immunogénicité est active. C'est la capacité de l'individu à répondre à un antigène. Il faut donc à la fois que l'antigène ait une bonne antigénicité, mais aussi qu'il y ait des lymphocytes répondeurs. C'est un point fondamental pour comprendre comment l'organisme répond bien mieux à des antigènes externes à l'organisme qu'à ses propres constituants, alors que ce sont aussi des antigènes. En situation normale, il n'y a pas ou très peu de réponse immune contre nos propres antigènes, ce qu'on appelle le soi, car les lymphocytes correspondants n'existent pas ou sont très peu actifs. Le cours sur le développement de la tolérance immune va expliquer en détail comment ce tri s'opère. Pour faire simple, l'immunogénicité requiert que les lymphocytes subissent un processus d'activation et de différenciation en effectuant des échanges de cytokines. Et cela fonctionne d'autant mieux que plusieurs lymphocytes T et B reconnaissent de façon complémentaire plusieurs épitopes T et B sur le même antigène. C'est ce qu'on appelle le phénomène de coopération. Ces mécanismes sont de mieux en mieux compris et on comprend même mieux les exceptions. Par exemple, ce qu'on appelle des antigènes thymo-indépendants, qui sont immunogènes non pas parce qu'ils possèdent plusieurs épitopes faisant intervenir des clones T et B en complément, mais parce qu'ils possèdent plusieurs fois le même épitope B répété, ce qui va aboutir à une surstimulation des seuls lymphocytes B et qui feront donc une réponse immune très développée, même sans coopération. Donc sur ce schéma récapitulatif du mécanisme de coopération entre un lymphocyte T et un lymphocyte B, on va montrer comment le même antigène va être reconnu à la fois par l'épitope B et l'épitope T et obtenir les deux types de réponses immunes primaires et secondaires que nous avons déjà évoqués. La première étape est la reconnaissance de l'antigène par le lymphocyte B via l'épitope B et le BCR. Cela peut suffire à enclencher une réponse anticorps de type primaire, souvent peu intense, peu durable et à base d'IgM. Si le lymphocyte B est suffisamment stimulé et qu'il s'agit d'un antigène comportant une partie protéique, il va effectuer ce qu'on appelle l'apprêtement de l'antigène, c'est-à-dire qu'il va l'internaliser et le découper avec ses protéases
de façon à produire des épitopes T qui seront complexés à ces protéines du CMH, puis exposés à sa membrane. Il est alors possible à un lymphocyte T qui reconnaît l'épitope T de ce même antigène d'interagir avec le lymphocyte B. Cela produira l'activation et la différenciation du lymphocyte T, et il en résultera en retour une production de cytokines et de ligands qui vont fortement influencer l'activation et la différenciation du lymphocyte B. On aura alors un lymphocyte B différencié, capable de produire une réponse anticorps de type secondaire plus intense, plus durable et plus variée dans les classes d'immunoglobulines produites. Ce processus peut aussi aboutir à la création d'un stock de lymphocytes T et B mémoire. Bien sûr, et nous le verrons dans les cours ultérieurs sur la régulation de l'immunité, ce schéma simple sera modulé selon le contexte. D'une part, par le niveau d'activation et de différenciation des deux lymphocytes impliqués dans cette interaction, et qui n'échangeront du coup pas les mêmes informations, et d'autre part, sous l'influence d'autres cytokines présentes dans le micro-environnement, qui vont agir en même temps pour moduler la réponse de ces deux cellules. Au bilan, on utilise les concepts de soi et de non-soi pour expliquer comment la réponse immune arrive à faire la distinction entre des antigènes qui appartiennent à l'individu et des antigènes qui résultent de l'extérieur, donc entre le soi et le non-soi. Alors, que ce soit des microbes, des parasites, des antigènes de l'environnement ou même des greffes de tissus. Donc, en premier lieu, les antigènes exogènes sont extrêmement divers et certains n'ont pas d'équivalent parmi les antigènes du soi. Il s'agit de molécules typiques du monde microbien ou végétal ou de molécules artificielles. En second lieu, un grand nombre d'antigènes animaux présentent un polymorphisme interspécifique et même intraspécifique, par exemple les groupes sanguins, ce qui va conduire à les reconnaître comme non-soi. Par ailleurs, il est important d'ajouter que la réponse est mieux déclenchée lorsqu'il y a des signaux de danger qui activent les cellules immunocompétentes, ce qui n'est pas le cas vis-à-vis des antigènes du soi dans un tissu sain. Ainsi, la discrimination du soi n'est pas due à la nature des antigènes, puisque nos propres antigènes n'induisent pas de réponse chez nous, alors qu'ils le sont quand on y expose un autre individu. Elle est principalement basée sur les mécanismes de contrôle qui réduisent la production et l'activité des lymphocytes lorsqu'ils reconnaissent des antigènes du soi. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance immune qu'on développera dans un cours suivant. Finissons ce cours sur un concept important qui est celui des réactions croisées. Elles correspondent au fait que la réponse anticorps produite lors d'une exposition à un antigène donné peut parfois aboutir aussi à la reconnaissance d'un autre antigène. Ceci s'explique concrètement par la présence d'épitopes communs aux deux antigènes. Cela est fréquent lorsque les antigènes appartiennent au même groupe moléculaire et présentent donc de fortes homologies. Bien sûr, des microbes et des parasites d'une même famille possèdent de nombreux antigènes communs ou suffisamment proches pour qu'il y ait de nombreux épitopes communs à l'origine de réactions croisées. En revanche, c'est possible, mais bien plus rare, que ces réactions croisées résultent d'un hasard, parce que des épitopes similaires arriveraient par un simple hasard de conformation entre des antigènes qui n'ont pas de lien entre eux. Donc les réactions croisées ont beaucoup de conséquences biologiques, en particulier dans le cas des infections. Des microbes apparentés partagent bien sûr un grand nombre d'antigènes et d'épitopes communs, comme on l'a vu, par exemple entre une souche pathogène et une souche opportuniste. Donc cela va produire des réactions croisées fréquentes qui sont à la base de la protection croisée, par exemple
en vaccinant avec une souche atténuée qui protège contre la souche virulente. Et attention, elles sont aussi embêtantes et à considérer pour interpréter sans erreur un diagnostic sérologique. Il peut arriver parfois qu'une réaction croisée entre un antigène microbien et un antigène du soi provoque une complication auto-immune au cours d'une infection. Et de façon générale, les réactions croisées expliquent aussi un bon nombre de réactions prolongées ou inattendues. Par exemple, l'allergie croisée entre des plantes d'une même famille. Dans le cadre du diagnostic, il est souvent utile de distinguer des souches d'une même espèce microbienne ou parasitaire, et on peut le faire grâce aux anticorps qui reconnaissent les épitopes communs ou particuliers à chaque souche. Donc le principe du sérotypage est d'identifier le polymorphisme intraspécifique sur la base des variations antigéniques en utilisant des anticorps qui ne provoquent pas de réaction croisée parce qu'ils reconnaissent des épitopes vraiment très particuliers. Vous avez sûrement en tête le cas des virus de la grippe où on effectue le suivi des sérotypes des antigènes H et N. Attention, la production d'anticorps aussi spécifiques requiert souvent le passage par des techniques sophistiquées pour isoler les antigènes intéressants, puis pour produire les anticorps contre les épitopes qui sont discriminants. On peut étendre le sérotypage au-delà des microbes, par exemple, pour distinguer les groupes sanguins ou les groupes tissulaires à l'aide d'anticorps de référence. Voici, fin de ce cours.